BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être avec nous, merci de nous suivre à la fois à la radio et à la télé sur BFM Business le week-end, mais aussi sur YouTube, la chaîne YouTube de Tech & Co, la chaîne Tech & Co sur les box opérateurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de quoi je me mêle, toute l'actu tech résumée, vous le savez pour vous, pour votre week-end en audio et en vidéo. Avec au menu de quoi je me mêle tout à l'heure, Lionel Paris qui nous rejoindra, qui est un expert dans le monde des nouvelles technologies, il vient de temps en temps dans de quoi je me mêle, et on va s'intéresser à un sujet technique, le SSD. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on stocke des données, eh bien, il faut un disque dur en quelque sorte. Les disques durs évoluent avec le temps et aujourd'hui, c'est d'énormes mémoires flash. On va parler rapidité, on va parler aussi compacité de toutes ces technologies. Lionel viendra nous expliquer tout ça. Ça sera en deuxième partie de quoi je me mêle. Toujours le hashtag des QJMM. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et puis à réagir à tout ce qu'on raconte. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le Club de la Presse IT, bien sûr, pour débuter, on va prendre le temps de revenir sur l'actualité de cette semaine avec Anthony Morel qui est là. Salut Anthony. Bonjour. Fidèle compagnon de quoi je me mêle. Avec plaisir. Ça va Anthony ? Ça va très bien, très bien. Bon. On manque pas d'actu cette semaine. Non, l'actualité, et d'ailleurs ça a été un peu l'enthousiasme d'Anthony qui dit « Ouais, cette semaine c'est cool, il y a plein d'actu. » Il y en a trop en fait. Il y en a trop. Et puis Raphaël qui est là. Salut Raphaël. Salut François, salut Anthony. Raphaël Grabli, rédacteur en chef adjoint donc de l'univers Tech & Co. Et alors, écoutez, c'est vrai que dans l'actu, on est plutôt pas mal. On va parler évidemment des derniers rebondissements au sujet de l'affaire Elon Musk Twitter. On va parler aussi du robot d'Elon Musk. Mais pour débuter, une actualité qu'on va commenter. Alors, pour être tout à fait transparent, vous savez, on enregistre de quoi je me mêle le jeudi, pour être diffusé le vendredi. Et il se trouve que là, nous sommes en fin de matinée. Ce soir, donc jeudi soir, a lieu la keynote Google qui présente ses nouveaux pixels. Donc vous vous dites, on ne va pas en parler. Eh bien oui, on va en parler quand même parce que nous sommes médium, connectés, nous sommes en avance sur notre temps. Parce que Sundar Pichai nous a envoyé toutes les infos. Sundar Pichai nous a envoyé toutes les infos. C'est quasiment ça, Raphaël. C'est-à-dire que la keynote, en fait, pour vous qui nous regardez actuellement ou qui nous écoutez, la keynote a eu lieu. Mais au moment où on enregistre le quoi je me mêle, la keynote n'a pas eu lieu, mais on a déjà toutes les informations de cette keynote. En fait, pour être tout à fait transparent, quand on est journaliste, on peut recevoir parfois, certaines marques le font, d'autres non. Apple, autant vous dire qu'on ne reçoit rien. Google, ils sont plus sympas, ils nous facilitent un peu le travail. C'est-à-dire qu'en fait, ils envoient les infos avant, sous embargo, donc on n'a pas le droit d'en parler. Ouais. Donc là, à l'heure où on enregistre, je n'ai pas le droit d'en parler, je vais en parler puisque ce sera diffusé demain, donc il n'y a pas de problème. Vous avez vu un peu quand même, le truc intellectuel. C'est compliqué. Mais comme ça, non, mais je trouve ça intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc, on a les infos. Ouais. Et c'est simple, en fait, c'est ce qu'on appelle les embargos. C'est un embargo, c'est pour nous permettre finalement d'aborder le sujet. Déjà de préparer des choses, d'être mieux armé, et puis voilà. Et avec ou sans embargo, il y a beaucoup d'infos. Et alors Google, j'allais dire en fait, autant il y a des marques où l'embargo est utile, Google, franchement, il n'y a même pas besoin d'embargo puisqu'on sait déjà tout. On se souvient d'ailleurs qu'il y avait un modèle, vous vous souvenez, on avait parlé, qui avait fuité, un prototype qui avait été envoyé par erreur à un gars, qui avait récupéré le prototype, et donc on savait déjà absolument tout sur les caractéristiques de il y a un élément important que pour le coup, on n'avait pas, il fallait l'embargo, c'est les prix en France. Ça pour le coup, ça n'a pas fuité, enfin... Peut-être ça fuitera cet après-midi et donc avant la keynote, mais donc Google qui présente demain et donc qui a présenté hier pour ceux qui nous regardent les Pixel 7 et Pixel 7 Pro et aussi c'est important la Pixel Watch. Donc c'est sa première, on va dire, vraie montre connectée. Alors Google est dans l'univers des montres connectées depuis longtemps puisqu'ils font Wear OS qui est utilisé par des dizaines et des dizaines de fabricants, mais là j'ai envie de dire, pour introduire un peu le sujet, je trouve que pour la première fois, alors c'est peut-être un peu exagéré, mais Apple a un vrai concurrent. Alors évidemment que sur le marché du mobile, Apple a des concurrents de taille et depuis très longtemps. Mais je me rapproche un peu. Ou tu peux même rapprocher. Voilà, nickel, on est bien comme ça. Jean-David m'a envoyé un SMS, il dit « Dis à Raph de se rapprocher du micro ». Parfait, voilà. Moi, vous savez... Et bien éduqué le gars. Bon, si on peut entendre ce que je dis, c'est encore mieux. c'est plus pratique. Donc voilà, et on a les images à l'écran. Et donc finalement, j'ai envie de dire, non, quand je dis c'est le premier vrai concurrent d'Apple, c'est évidemment très exagéré. Mais je parle en termes sur deux éléments. Un, écosystème et gamme complète. Mais là, on pourrait dire Samsung aussi. Oui, mais intégration matériel logiciel. Et là, pour le coup, finalement, moi, je trouve que c'est ce qu'on attendait. Parce que je trouve Et alors je trouve qu'Apple fait du super boulot depuis maintenant quelques années. Il s'était un peu endormi. Moi, ça fait 3-4 ans que les produits Apple, je trouve qu'ils sont vraiment très réussis.
mais les produits Google sont excellents aussi. Ouais. Et je trouve, moi, c'est mes produits préférés dans l'univers Android. Et je trouve que de voir émerger une véritable gamme, c'est absolument passionnant. Le travail qu'a fait Google sur ses pixels, alors ils ont un peu tâtonné, un peu sur la distribution, c'était compliqué, c'était pas en France au début. Ils sont un peu foirés d'ailleurs sur le Pixel 3. Parce qu'ils devaient le vendre en France, mais finalement ils avaient oublié de mettre les écouteurs dans la boîte, donc ils n'ont pas eu le droit de le vendre en France. Non, mais c'est... Ils avaient oublié de mettre les écouteurs. Exactement. Non, mais c'est la boulette. Ça, c'est la boulette. Hein. C'est une info dont je suis à peu près sûr. Ça m'a été pas confirmé par Google, mais voilà. Mais pas loin. Pas loin. Et en fait, il se trouve qu'au niveau global, ils devaient mettre ils vendent sans écouteurs. En France, c'était à l'époque obligatoire, donc ils n'ont pas pu les vendre en France. Mais ça peut paraître anecdotique, mais ça montre que c'est une marque qui apprend tout sur le. Bien sûr. Et qui pour commercialiser. Qui n'a pas l'expertise d'un Eh ben non. Sur le hardware, ils apprennent. Ils apprennent. Et je trouve qu'ils apprennent quand même assez vite. Alors, sur la distribution, là, cette année, ils passent en gros de 700 points de vente à 2000 points de vente, où il y a la gamme Pixel. Et en fait, ils ont accéléré à partir de cet été le Pixel 6a. D'ailleurs, à la télé, il y a des campagnes de pub pour le Pixel 6a. Donc, j'ai l'impression que vraiment, ils essaient d'avancer. Et je suis vraiment content qu'en face à Apple, pour ceux qui aiment bien ce côté intégration globale, un peu minimaliste, parce que moi, c'est ce que je reproche un peu à Samsung et aux fabricants chinois, c'est de mettre plein de trucs qui servent à rien, des applis, des surapplis. Et moi, j'aime bien ce côté un peu épuré qui est propre à Google. Et on a une gamme qui est en train de se construire et vraiment de se vendre. Tout à fait. De commencer à se vendre, évidemment. De commencer à se vendre. Se réveille. Mais oui, enfin, pardon. Alors moi, je suis comme toi. J'adore les. Après, on va parler des produits aussi en eux-mêmes. J'adore les pixels. T'as un Pixel, toi ? J'ai un Pixel, c'est le téléphone que j'utilise au quotidien le plus. Enfin, après, je change souvent, mais c'est parce que vraiment, j'aime beaucoup cette gamme-là. Je trouve qu'elle n'a pas le succès qu'elle mériterait potentiellement d'avoir. Mais est-ce que Google s'est donné les moyens aussi ? C'est ça, parce que si tu veux, ce qu'on dit là, c'est-à-dire le fait qu'ils sont en train de monter en puissance sur la distribution, le fait qu'ils commencent à en vendre un peu plus, etc. J'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans, en fait. C'est-à-dire l'an dernier, pour la présentation des Pixel 6 et 6 Pro, on disait déjà ça. Et je me souviens que c'était le discours de Google, dire non mais attendez, là, on est présent chez les distributeurs, on a négocié avec eux, vous allez beaucoup plus nous voir, vous allez nous voir sur les écrans, vous allez nous voir dans les têtes de gondole. Et en définitive, c'est en train d'arriver. Non, mais c'est en train d'arriver, mais ça, on commence à le voir. Ouais. On commence à le voir, ce qu'on n'avait pas avant. Moi, une pub. Ça met un peu plus de temps que prévu. Voilà. Ouais, mais une pub Pixel à 1 heure de grande écoute. Ouais, non, mais pourquoi pas. C'est symbolique. Oui, mais après, encore une fois, après, c'est aussi toute la magie et la force d'Apple en termes de désirabilité. Mais je veux dire, je connais pas grand monde dans la rue qui te dit ah ouais, t'as un Pixel 6 Pro, tu vois, personne. Enfin, tout le monde s'en fiche en fait du Pixel 6 Pro. À part c'est un téléphone de technophile encore une fois aujourd'hui. Le fait que ce soit, encore une fois, moi c'est pareil, ça m'intéresse beaucoup le fait qu'il y ait une intégration, que ce soit un téléphone made in Google, donc que tout soit conçu de A à Z par les équipes de Google, donc avec en réflexion l'intégration des produits Google à l'intérieur, c'est hyper intéressant. Mais je pense que dans le grand public, c'est pas un discours qui aujourd'hui porte vraiment quoi. Un téléphone Pixel, c'est un téléphone comme un autre. En fait, c'est un Android parmi les autres. Alors on va rentrer dans les spécifications de ces nouveaux produits dans un instant, mais moi ça me fait penser en fait à une espèce de proof of concept de la part de Google, un peu comme Microsoft fait avec sa gamme d'ordi en fait. C'est-à-dire que là aussi, le monde parfait, c'est Microsoft qui fait du soft, qui fait aussi du hardware avec des PC, avec ses surfaces, etc., qui sont toujours anecdotiques en termes de vente. Hein. On a l'impression que c'est... Voilà, ils le sortent, mais ils n'osent pas trop, pour pas trop faire peur à la concurrence. Parce que, évidemment, Microsoft, tout comme Google, a des partenaires, des Samsung, les Oppo, les Xiaomi, etc. Donc, je pense qu'ils marchent aussi sur des œufs, parce qu'ils se disent... Moi, c'est moi qui ai créé Google, Android en quelque sorte, et je le distribue à plein de marques. Maintenant, je fabrique aussi des smartphones et des montres maintenant. Ouais. Est-ce que je peux, de manière totalement libre, concurrencer en fait mes partenaires ? Et je pense qu'il doit avoir malgré tout cette gêne intellectuelle aussi. C'est assez intéressant. Hein. Et moi, c'est ce que je me dis. C'est depuis toutes ces années que tous ces produits existent. Google dit voilà, regardez, pour nous, l'intégration parfaite de ce qu'on fait, c'est ça, c'est les pixels. Oui. Mais c'est une vitrine technologique. C'est une vitrine technologique, mais on n'a pas envie trop de la pousser parce qu'on n'a pas envie de vexer les Samsung, les Oppo, les Xiaomi, etc., qui sont des partenaires qui nous rapportent des milliards. Alors, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, et c'est vrai que le Pixel, je pense que ça a été pensé aussi comme ça. Je pense que c'était peut-être plus le cas d'ailleurs des Nexus, qui était vraiment... Là, c'était l'utilité quasiment unique des Nexus. Ils avaient même des partenaires industriels. C'était LG, Huawei, HTC. Ils ont eu évidemment. HTC. Ils ont racheté d'ailleurs après. HTC, c'était le premier, je crois, de mémoire. C'était le premier, t'as raison. Ok, moi je suis totalement d'accord avec ça. Sauf
qu'il se trouve que leurs produits sont absolument excellents. Comme tu dis, ils n'ont pas du tout la reconnaissance qu'ils méritent. Mais simplement, je me dis, oui, ok, t'es Google, tu fais Android, tu as des partenaires, Samsung, mettons, mais enfin, si finalement ton produit il est bon, que tu arrives finalement à le vendre, même si ça prend quelques années, et puis que tu te dis, bah, je vais faire, ok, Samsung va pas être très content. N'empêche que Samsung, ils sont aussi, eux, dépendants d'Android. Donc, je veux dire, il y a quand même une puissance des deux côtés. Mais si finalement, je peux devenir, moi, Samsung, en plus d'être Google, on ne va pas s'en priver non plus. Et donc, je pense qu'ils ne veulent pas se priver de se donner une chance. Oui, c'est sûr. Mais ça doit être, intellectuellement, ça doit être un peu complexe, je pense, pour eux. Comme tu dis, je pense que c'est ce qui explique le fait que ça dure longtemps et que ce ne soit pas bourrin. Qui monte en puissance doucement. Exactement. C'est une montée en puissance. Mais je pense qu'il serait dommage pour eux, ils auraient tort de se dire... je vais rester à ma place, genre 1 ou 2% des ventes, et je ne vais pas aller plus loin. Non, parce qu'ils ont un produit qui, pour moi, mérite 15% du marché. Enfin, honnêtement, vu la qualité et le rapport, et d'ailleurs, les appareils photo. Et d'ailleurs, alors justement, toi c'est quoi, c'est le 6 Moi c'est le 6 Pro. Le 6 Pro, les photos sont sublimes. Et alors justement, on peut en venir au produit. Bon, alors ça c'est une question de goût. Moi je les trouve super beaux. Je les trouve super beaux. Avec ce design minimaliste. Mais bon, après, t'as la petite encoche à l'arrière là, moi moi ça me dérange. Mais un peu moyen. La petite protubérance en fait. Je t'avoue que le 6 Pro, j'étais pas fan. Sur le 7, ils ont l'air mieux intégrés, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est canon. Mais bon, après, ça, c'est une question de goût. Mais surtout, en fait, le truc, c'est la puissance. Bon, on peut en parler. Déjà, tu parlais de Microsoft. Google, ils ont aussi leur puce. C'est là où ils sont un peu plus côté Apple. C'est-à-dire qu'ils vont un peu plus loin que Microsoft. Mais après, j'ai envie de dire, la puissance aujourd'hui, c'est plus tellement un critère. Le critère, c'est quoi? C'est la fluidité, la photo. Les gens, je veux dire, les mises à jour. Et au côté mise à jour, ils sont plutôt bien lotis. Exactement. C'est ça qui est top. Même s'il faudrait qu'ils aillent comme Apple plus loin que ça. Il faut que ça aille plus loin. Mais sur la photo, c'est-à-dire qu'on ne dit pas il est bon en photo. Je suis désolé. Apple, le Pixel, c'est le meilleur du marché en photo. C'est les plus belles photos qu'on puisse prendre avec un smartphone. C'est meilleur que le 14 Pro Max. C'est au-dessus de tout. D'accord. C'est au-dessus de tout. Le 14 Pro Max, il est excellent en photo. Mais pour moi, le Pixel, alors je sais pas, pour le coup, on a les infos, on les a pas encore testés. Mais disons que le Pixel 6 Pro est exceptionnel. Ils sont tous exceptionnels. On va voir ce que donne le 7 Pro en tout cas. Peut-être qu'on sera déçu, mais il n'y a pas de raison. Donc en photo, c'est en plus, mais pour moi, le meilleur, il est au-dessus de la mêlée. Donc je pense que Google peut s'imposer petit à petit. Et en plus de ça, et alors là, il faut quand même en parler parce que c'est très important, c'est le prix. Parce que Google subventionne ses téléphones. C'est-à-dire qu'en fait, Google, ce qu'ils nous vendent, c'est évidemment le service derrière. Un peu comme Apple, mais chez Apple, le service... Tu veux dire par là qu'ils n'ont pas 30% de marge comme Apple. Exactement. Comme Apple, la règle de 3 d'Apple. Voilà, chez Apple, le service subventionne l'iPhone. Chez Google, le smartphone subventionne le produit Google. C'est-à-dire la pub. On vend des téléphones pour avoir des utilisateurs Google. Mais tu sais quoi, chez Apple, je ne suis même pas sûr que le service subventionne le téléphone. Non, mais ce que je veux dire, parce qu'en fait, ils vendent des téléphones, ils se font 30% de marge. Non, mais le téléphone intègre encore plus de service. Non, quand je dis service, non, bien sûr, Apple. Mais disons que c'est une valeur ajoutée. Non, c'est clair. Pas une subvention. Il a combien le Pixel alors justement, le Pixel 7, 650 €. Et oui. Versus quand même 1019 € pour l'iPhone 14. D'accord. Le Pixel 7 Pro, il me semble que c'est 1000 €. Il faut que je regarde, mais je crois. En fait, il y a une version 650 €. Donc ça veut dire qu'ils ont. Est-ce que ça va être 650 $ aussi, non, si ça se trouve. Donc ils n'ont pas fait la conversion comme Apple l'a fait $-euro en fait. J'ai pas l'impression. Alors justement, le 7 Pro 900 €. Ah oui, versus beaucoup, 1300, 1400. Donc il y a un moment, regardez le prix. Le rapport qualité-prix des Google Pixel, ça va être, à mon avis, incroyable. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on a... attends, juste un truc. Accessoirement, quand tu précommandes, ça quand même, je trouve que presque ça dévalorise un peu. Quand tu précommandes le 7 Pro, il t'offre la Pixel Watch. Ah putain. Ah oui. Ça fait, voilà. J'ai dit un gros mot. non, mais ça m'a tellement surpris. Donc je pense qu'ils vont pas gagner 1 € sur leur Pixel 7 Pro là, en vendant une Pixel Watch. Ils vont pas gagner 1 €. Mais je suis désolé. Moi, j'ai pas de smartphone. Faut que je m'achète un smartphone. Mais t'as un écosystème qui pour Google est parfait en fait. Mais oui, non mais enfin moi honnêtement, quelqu'un qui me dit je veux pas d'iPhone. Mais fonce. Mais oui, bien sûr. Mais oui, je suis désolé. Moi, je peux pas recommander autre chose en fait. C'est clair. Bon, voilà pour on reviendra la semaine prochaine parce que je pense qu'on aura les produits d'ici là. On reviendra. On voit si on n'est pas déçu. Voilà, sur les capacités techniques. Moi, effectivement, si ce sont des produits. Je suis assez confiant, mais il faut voir si on n'est pas déçu. Bien sûr, on va les recevoir bientôt. J'imagine la rédaction de on les reçoit demain matin. Voilà, très bien. Ouais, ce soir, je sais pas. On poursuit avec Google, les amis. On va essayer d'aller un petit peu plus rapidement sur les sujets parce que le temps tourne. Toujours sur Google. Cette fois-ci, bon, voilà, quelque chose un petit peu moins glorieux. Stadia s'arrête.
Ouais. Ça a été annoncé le week-end dernier. Juste un mot là-dessus. Bon, voilà, ça sentait le sapin depuis un moment. Hein. On voyait bien que Google ne soutenait plus son service. Et bien voilà, encore un service de Google qui était très ambitieux au départ, qui s'arrête. C'est à la fois une surprise et pas une surprise. C'est une surprise dans le sens où ça a été brutal. C'est arrivé un jour, hop, on est fermé, c'est fini. Les joueurs seront remboursés, mais c'est terminé. C'est ça. Mais c'est pas une Sortez surprise vite de dans la le sens- boutique, hein, on baisse le rideau, les gars. C'est vraiment ça. Mais depuis quasiment, j'allais dire presque depuis le début de Stadia, tout le monde dit ça marchera jamais. De toute façon, ils vont s'arrêter le mois prochain. Ils avaient dû faire des démentis, même cet été, en disant non, mais vous inquiétez pas, on s'arrêtera pas. On travaille sur des jeux incroyables, etc. Bon, finalement, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Mais je crois que le jeu incroyable, c'était la fin, justement. C'était leur The End. The End. Très bon jeu. Non, Très mais court. c'est triste en fait. C'est triste parce que la promesse était belle. Stadia, vraiment, quand ils l'ont annoncé, et le produit d'ailleurs était assez performant, c'est-à-dire en termes de temps de latence, de framerate, etc. Enfin, d'un point de vue de quand Google est arrivé sur le marché et a dit nous, on va être les pionniers dans le domaine du cloud gaming. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est vrai que le produit est intéressant. Le problème derrière, c'est que le catalogue de jeux n'a pas suivi. Il était toujours un petit peu famélique, on va dire, par rapport à ce que proposait la concurrence. Que Google, le jeu vidéo, c'est pas leur métier originellement, et donc du coup, ça a aussi eu du mal à attirer les joueurs. Les joueurs viennent pas, donc les développeurs viennent pas développer de jeux, donc il y a pas de joueurs qui viennent, et donc tu as ce cercle vicieux qui s'est mis en place. Et pendant ce temps-là, tu brûles du cash. Et pendant ce temps-là, tu brûles du cash. Et en ce moment, on a une réalité économique qui fait que tous les grands groupes technologiques doivent faire des économies. Google, ils regardent leur ligne de bilan. Ils disent attends, alors qu'est-ce qu'ils rapportent Ah, Stadia là Oula, c'est pas bon, hein. non, c'est pas bon. Bon, Stadia, désolé, c'est fermé. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est un peu dommage, mais on peut peut-être dire que Stadia, finalement, ça va être l'un des plus gros échecs industriels de Google. Hein. Moi, je pense depuis les Google Glass, dans un autre domaine. C'est-à-dire des expériences et des produits sur lesquels Google avait beaucoup communiqué, avait beaucoup misé aussi. Sur les Google Glass, ils nous disaient que c'était le futur des interactions avec nos appareils électroniques. Bon, ça n'a pas du tout été le cas. Peut-être que ça le sera dans le futur, peut-être qu'ils étaient un peu en avance, mais ça n'a pas été le cas. Et Stadia, il nous avait dit que ce sera le futur du jeu vidéo, le cloud gaming. Peut-être que le cloud gaming sera le futur du jeu vidéo, mais ce sera probablement pas avec Google. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi un aveu d'échec d'une manière globale sur le cloud gaming? Parce que finalement, on voit les difficultés qu'a eu Shadow, cette pépite française qui là-dedans, qui a été relancée in extremis par Octave Klaba d'OVH. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop en avance sur notre temps par rapport aux capacités réseau, etc., et à la promesse de dématérialiser de la puissance de calcul pour l'avoir en fait sur n'importe quel écran? Je sais pas. Dématérialiser la puissance de calcul, pour moi, c'est l'avenir, mais ce qui est compliqué avec le jeu, c'est la latence. Et c'est pas tellement la puissance, c'est la stabilité, ça c'est très important. Et effectivement, quand tu es en 4K à 60 images secondes, c'est des débits monstrueux. Mais ça fonctionnait pas mal sur Stadia, franchement. Ouais, mais bien sûr, ça fonctionnait pas mal. Le problème, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que. Ouais, mais tu vois, nous, on est fibrés. On est dans un confort, on va dire, de réseau qui nous permet. Mais il y a plein de gens qui je suis en 4G, je suis pas sûr que tu aies la même expérience de jeu que quand tu es en fibre chez toi, tu vois. C'est ça le truc. Est-ce que finalement, statistiquement, ça s'adressait à assez de monde pour qu'il y ait un modèle économique? Et puis le problème du jeu, du cloud gaming, c'est que ça peut pas marcher plutôt bien. Il faut que ça marche parfaitement. Quand on regarde une série, si tu regardes un épisode de 50 minutes, que ça frise pendant 10 secondes, t'en fous. Si ton jeu... c'est déjà un peu emmerdant quand même. Mais c'est vrai que oui. Tu vois, oui. C'est vrai que pour le jeu, c'est plus important. Le jeu, ça c'est mort. Tu frises, ta partie elle est foutue. Donc tu peux pas être dans l'à peu près. Et Google. Et surtout que quand tu es joueur et que tu es passionné par le jeu, tu es très exigeant, voire tellement exigeant. Surtout en player versus player, parce que là, si non, mais voilà, c'est ça, tu vois. Et là, c'est très énervant. En fait, dans le jeu, la latence, c'est une arme. C'est une arme dans le jeu. Bien sûr. C'est un atout, bien sûr. Donc moi, le cloud gaming, je suis divisé parce que le concept, je trouve absolument génial. Tu vois, moi, typiquement, j'adore jouer, mais j'irais pas m'acheter un gros PC gamer parce que. Oui, mais bon, t'as ta PS5 maintenant. Oui, j'ai ma PS5. Au bout de 2 ans, t'as réussi à l'avoir. Mais tu vois, si je m'écoutais, moi, ce que je veux dire, c'est que maintenant, on a une vie de famille, on grandit. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui arrivent à conserver ça. Après, voilà, il y a des éléments de la vie qui font que t'as pas forcément un bureau pour mettre un gros PC de gaming. Non, c'est sûr. Si je m'écoutais, je me serais acheté une énorme tour de gaming et je me jouerais à des jeux, des bons gros jeux en 4K, etc. Donc pour moi, ça aurait été parfait. Le problème, c'est que les 2-3 fois où j'ai testé, ça marchait, mais il manque ce truc, quoi. Tu sens
que tu n'as pas la même expérience que sur un PC gaming. Et tu peux pas être à 99,9%, il faut être à 100%. Toi, tu joues pas mal. Moi, je joue pas mal, ouais. Mais oui, je joue pas mal. Mais moi, je pense que Google, on en revient un peu à ce qu'on disait avec les pixels, mais pâtit de son manque de réputation dans un domaine particulier. On parlait de la téléphonie juste avant par rapport à Apple. Je pense que là, tu disais, le cloud gaming, ça fonctionne moyen. Tu vois quand même que Microsoft, leur service cloud fonctionne plutôt pas mal. Et Sony il y a Nvidia aussi. Sony se lance là-dedans. Ouais, enfin, je veux dire, voilà. Nvidia, donc les historiques du jeu vidéo, en fait, arrivent à s'en sortir parce que les joueurs ont confiance aussi. Quand tu es gamer, Google, tu te dis on verra, je laisse les autres tester. De toute façon, c'est pas la concurrence qui manque. Après, il y avait tellement d'offres. Après, il y avait une offre gratuite en 1080p qui était tout à fait correcte. Ouais, absolument. Ouais, mais justement, leur offre, elle n'a jamais été très claire. Non. On n'a jamais compris qu'est-ce qu'on achète. Est-ce qu'on achète du cloud gaming? Est-ce qu'on achète de la 4K? Est-ce qu'on achète un catalogue de jeux? Plus ta manette. Mais la lisibilité de l'offre était complexe. On n'y comprenait rien. Ça, c'est vrai. Et je pense que ça n'a pas aidé. Non. Enfin, bref. Et juste pour la petite anecdote, parce que j'ai vu ça sur Internet, c'était comme quoi c'était voué à l'échec le jour de la présentation officielle de Stadia. Google, donc ils avaient fait un grand événement et ils avaient fait une grande vitrine, l'histoire du jeu vidéo, dans laquelle ils avaient mis 3 objets. C'était la Dreamcast de Sega, le Power Glove de Nintendo et le jeu Atari le jeu E.T. sur Atari. Et le point commun de ces 3 objets, c'est que c'est des échecs commerciaux monumentaux. Dreamcast, c'est ce qui a fait planter Sega. Le Power Glove de Nintendo, ça n'a jamais fonctionné. Et le jeu E.T., c'est un énorme échec commercial à tel point qu'on avait dû les enterrer dans le désert. Les jeux, tu te connais cette histoire qui est restée légendaire dans le monde du jeu vidéo. Donc comme quoi, voilà, peut-être que faire naître Stadia sous ces auspices-là, c'était pas la meilleure idée du monde. Dans l'inconscient, il savait que c'était compliqué. Il n'était pas au top. Ou alors il n'avait pas la culture du jeu vidéo. Mais après, il n'est pas exclu que la techno sur laquelle ils ont travaillé, qu'ils l'utilisent aussi en marque blanche. Mais ça, c'est certain. Absolument. Mais c'est certain. Enfin, je veux dire, après, toute l'expertise de Google dans les serveurs, Qui bossent avec d'autres, notamment peut-être. Évidemment. Et peut-être que Stadia renaîtra sous une forme peut-être plus light dans quelques années, etc. Comme les Google Glass, qui reviendront sûrement un jour. Tu sais quoi, tu m'as provoqué un petit frisson en prononçant Dreamcast. Ah là là. Quelle console. Alors, très sous-côté, cette console. Bien sûr. Très sous-côté. Bien sûr. Je me souviens c'était Shenmue. Ouais. J'ai joué beaucoup à Shenmue sur la Dreamcast. Génial. C'était bonne soirée, ça, quand même. Ouais, mais bon, il y avait des shoots. Elle n'a pas eu le succès qu'elle méritait. Ah non, plus. j'aimais bien. C'est comme les joli. Il y pixels, avait Sega Rally. Sega Rally qui était un truc de dingue. Enfin bon, Sega Tennis, Virtua Tennis. Virtua Tennis sur Dreamcast. Virtua Fighter. C'était impressionnant. Enfin bon, bref. Mais là, tu m'as. Ah ouais. Ça donne envie de se faire une petite partie de Dreamcast. Ah ouais, c'était vraiment la classe. Elon Musk. Alors, il y a 2 actualités. Il y a le robot Optimus, on va en parler dans un instant, mais revenir quand même sur l'actualité toute récente. Eh bien voilà, dans l'histoire Je t'aime moi non plus entre Musk et Twitter, maintenant ça y est, je t'aime. Et Musk l'a dit, il rachète Twitter. Je t'aime, ça va. Mariage forcé. Ouais, c'est ça. Oui. C'est presque ça, tu vois. Non, mais c'est dingue cette histoire. Et il nous fait quand même tourner en bourrique. On s'ennuierait sans lui. Faut être honnête. Mais oui. On a l'impression quand même d'être un peu instrumentalisé. Mais ça, c'est aussi. Ouais, mais bon, on s'amuse bien, tu vois. On s'amuse bien. Si tu t'organisais une soirée avec un patron de la tech, tu choisirais qui entre Elon Musk, Satya Nadella et Tim Cook? Elon Musk, moi, tous les jours. Ah ouais, Elon Musk, je suis d'accord. Tu t'amuses bien. Et donc, alors, faut rappeler un petit peu les épisodes précédents parce que là on s'y perd un petit peu. En gros, ce qu'il a annoncé cette semaine, c'est que finalement, oui, il rachètera bien Twitter pour 44 milliards de dollars, comme il l'avait annoncé au début. Donc, faut se souvenir, en avril, il annonce: je vais racheter Twitter 44 milliards de dollars. Puis après, et il se refroidit un petit peu. Il y a des trucs qui se passent, il se rend compte que peut-être que c'est un peu cher, et puis les actionnaires de Tesla sont pas très contents. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se produisent. Il dit finalement, j'en veux plus. Il met en avant un argument qui est: oui, mais il y a trop de faux comptes sur Twitter. Vous m'avez trompé sur la marchandise. Je ne veux plus de Twitter. Sauf que la direction de Twitter dit: oui, mais mon petit bonhomme, si tu ne veux plus de nous racheter pour 44 milliards de dollars alors que tu l'as annoncé, tu vas te prendre un énorme procès. Tu vas payer des pénalités qui vont être très lourdes. Procès qui, incidemment, devait commencer dans 15 jours. Donc le timing est presque parfait. Il y a déjà eu des audiences préliminaires qui ne se sont pas très bien passées pour les équipes d'Elon Musk. Et donc là, sentant le vent tourner, il dit: bon, non, mais finalement, les gars, on oublie. Finalement, je vous rachète quand même pour 44 milliards de dollars. Voilà. C'était un peu un coup de poker, non, cette il a joué, il a perdu. Je pense qu'il a avancé ses pions. Il a vu que ça commençait à sentir mauvais et que s'il rachetait pas Twitter, ça allait lui coûter quelques milliards. Visiblement, d'après les équipes, alors c'est le New York Times qui a sorti ça cette nuit, je crois. Entre-temps, il a essayé de négocier avec Twitter pour obtenir un rabais de 30% qui lui a été refusé. Et donc du coup, il revient au prix d'origine. Il n'est pas en position de force là, Elon Musk, dans cette histoire-là. Ça lui aurait coûté tellement cher. C'est le timing qui était catastrophique. C'est-à-dire qu'il propose de racheter au début du printemps.
pour acheter les actions, 44 milliards, fallait vendre des actions Tesla parce que les milliardaires, ils n'ont pas de cash, ils ont des actions. Or, Tesla chute, à l'époque, sur la période, ça devait être 30-40%. Résultat, il faut qu'ils vendent vachement plus d'actions Tesla pour acheter les actions Twitter. Donc ça veut dire qu'en gros, Twitter lui coûte beaucoup plus cher. Vachement plus cher que Et prévu. Oui, bien sûr. Et donc, la liberté d'expression, c'est important, mais là, ça commence à devenir un peu trop cher. La liberté des actions, c'est important aussi. C'est important la liberté aussi. a un prix. Et la liberté d'expression, c'est moins 30%, sinon je prends pas. Et donc, cette histoire de faux comptes, on a tous. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun doute sur le fait que c'était totalement du bullshit. Il a dit, je comprends pas, Twitter dit que c'est 5%, il dit ça depuis 10 ans. Donc, si vraiment c'était si important que ça, il fallait s'y intéresser avant de proposer de racheter. Donc, tout le monde a compris que c'était n'importe quoi. Il a compris que les gens avaient compris que c'était n'importe quoi, notamment les juges. Et donc il s'est dit, bon, je vais avoir une bataille. Je vais pas les coincer avec ça. C'est comme dans Astérix, les pirates qui coulent leur propre bateau avant de se faire attaquer, quoi. Sabordage. Voilà, il savait que c'était mort, alors il s'est dit, bon, bah, je vais pas perdre la face. Au lieu qu'on m'oblige à racheter, je vais racheter. Effectivement, comme tu dis, le fait que dans la lettre, il dit, je rachète pour 44 milliards au dollar près, ce qui était prévu, ça veut dire qu'il a perdu sur toute la ligne. Et d'ailleurs, il a quasiment rien tweeté depuis. En général, quand Elon Musk ne tweete rien, c'est qu'il boude. C'est qu'il est malade. C'est que vraiment ça se passe mal. Et le seul tweet qu'il a fait, c'est je vais transformer. Oh non, il a dit Twitter, c'est un accélérateur pour créer l'appli à tout faire. X. Ce tweet est complètement lunaire. Et alors moi, je l'interprète comme ça. Non, mais attends. Moi, mon interprétation, c'est de dire vous voulez me forcer à racheter Twitter ? Je vais racheter votre connerie là. Mais alors, je vais en faire n'importe quoi. Ah yes, ouais, c'est pas mal. Je vais l'exploser, je vais faire n'importe quoi. Pas vu ça comme Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Mal. Je pense que c'est de dire, vous voulez me forcer ? Ok, je vais racheter. Par contre, Twitter, vous avez pu le reconnaître. Je l'ai pris plus littéralement, moi, mais tu as peut-être raison. Moi, j'aime bien ton interprétation. Parce qu'effectivement, son tweet est complètement cryptique. Enfin, comme toujours avec Elon Musk, il fait toujours des espèces d'allusions. Tu comprends pas. Mais X, c'est le même. Alors, X, chez Elon Musk, c'est une histoire. C'est ça, mais il faut le savoir. Tu vois, voilà, faut le savoir. C'était X.com, ça a été ensuite PayPal. Donc, en gros, lui. SpaceX. Mais du coup, par rapport à PayPal, lui, il a toujours dit, y compris aux salariés de Twitter, quand il devait racheter Twitter, ça devrait ressembler à WeChat, qui intègre du paiement notamment. Donc, quand il dit appli à tout faire. Oui, une super app, exactement. En fait, c'est un WeChat en ce moment. Mais qui est en fait un truc très populaire en Chine. Mais ça pourrait être intéressant. Je veux dire, si effectivement il veut faire de Twitter, c'est très loin. Ça n'a rien à voir avec Twitter. Si tu regardes WeChat, tu as une partie réseau social, messagerie, et puis ils ont intégré. Ils n'ont pas de messagerie. Non, mais tu peux même pas en message privé, tu peux même pas envoyer un PDF. Non, mais c'est une catastrophe leur messagerie. Non, mais je comprends comment l'architecture de Twitter. Voilà, je comprends comment l'architecture de Twitter pourrait être la pierre centrale d'un truc plus global. Non, mais peut-être qu'il a pas fait. Si tu veux faire une super app, oui, mais bon, il a dit que c'était Twitter, il a dit 44 milliards. Twitter, c'est vraiment hyper loin de messagerie plus paiement. Il n'y a ni messagerie, les DM de Twitter, c'est une cata, il n'y a pas de paiement. Donc, non, moi, je pense que c'est une façon de dire quelque chose d'un peu intelligible pour ceux qui connaissent, mais moi, je trouve que c'est une provocation, c'est de dire. Je vais vous casser votre truc, quoi. Ouais. Enfin bon, là, il a quand même intérêt à ce que ça fonctionne quand même, parce que 44 milliards, c'est pas non plus une paille, y compris non, mais pour c'est ce qu'il dit. Après, si ça se trouve, il va se mettre au boulot pour améliorer Twitter. Il va falloir si ça se trouve, ce sera très bien pour Twitter. Franchement, c'est possible aussi. Et quand on voit Elon Musk qui danse derrière toi, je trouve ça tellement surréaliste. Il danse quand même. Il est incroyable. Il est incroyable. Je te dis, en soirée, génial, Elon Musk. On dirait, il danse comme son robot. Il danse aussi bien que son robot. Son robot danse mieux quand même. Son robot est plus souple. On a l'impression qu'il n'a pas vraiment le rythme dans le sang. Il a d'autres qualités. C'est pas grave, c'est pas ce qu'on lui demande. Danse avec les stars. Mais en tout cas, moi je trouve ça. Enfin, finalement, le rachat, si ça se trouve, ce sera positif pour Twitter parce que ça reste un type qui est très intéressé par le produit et peut-être qu'il va fondamentalement améliorer le produit aussi. On clôt le sujet Twitter pour ouvrir celui d'Optimus, puisque on se souvient, qu'est-ce qu'on avait rigolé lors de cette première présentation un peu teasing il y a quelques mois de cela, de ce robot qui était en fait une espèce de danseur dans une espèce de bas en nylon, là, c'était à mourir de rire quand même. C'était pas mal. En disant, ben voilà, tiens, mon nouveau challenge maintenant, c'est de créer un robot humanoïde, etc. En tout cas, il a tenu sa promesse, il a présenté Optimus, c'était il y a quelques jours, son fameux robot à tout faire. Bon, alors quand on le voit là, c'est comme Twitter. On se dit, à tout faire. C'est pas gagné quoi. C'est que quand il te dit, vous pourrez lui ordonner d'aller faire vos courses à votre place, faut pas être pressé. Vaut mieux les commander. C'est ça. Tes glaces pistaches chocolat, elles ont le temps de fondre. Ne commandez pas de surgelé. Voilà, prenez pas des surgelés, c'est ça, parce que là, on est quand même sur de l'octogénaire arthritique quand même quand il se déplace. Alors c'est marrant, ce que j'ai vu, c'est Boston Dynamics avec de l'arthrose. Ah ouais, c'est ça. Boston Dynamics, c'est
Kylian Mbappé et Atlas. On dira pas de nom, mais Non, mais bon, Mais bon, il est quand même il marche assez tranquillement, on va le dire comme ça. Hein. D'ailleurs, on voit la comparaison. Boston Dynamics, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Alors, vous allez me dire, oui, mais effectivement, ils n'ont pas eu le même temps de développement non plus. Ça fait seulement 1 an que Tesla travaille sur son robot, donc on ne peut pas leur demander non plus d'avoir des résultats aussi spectaculaires que ça. Mais enfin, quand même, l'impression cruelle que ça fait, parce que tu ne peux pas t'empêcher de faire la comparaison. Non, quand tu vois ce bien robot sûr que qui arrive non. sur scène, Surtout quand tu t'appelles Elon Musk. Mais oui, c'est ça. Tu vois, demain, tu es une petite start-up, Exactement. tu as levé 10 millions de dollars, tu présentes ça, tu dis OK, bon, c'est super, on se revoit dans 1 an. Exactement. Et vous montrez ce que vous avez fait. Et là, tu as l'impression de Quand revenir c'est Elon 10 ans Musk- en arrière avec ce robot. Donc, faut le décrire pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais en gros, c'est une boîte de conserve. Donc, tu as un robot avec des bras, des jambes, tu as tous les câbles apparents en métal, une tête façon Daft Punk, façon casque, et qui titube, qui est chancelant. Mécano, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, un petit côté mécano, c'est vrai. Ou au tout premier, c'est 3PO dans La Menace Fantôme, un peu d'ailleurs. Ouais, avec aussi. les câbles comme ça qui sortent vrai. partout. Mais et il nous promet ouais. qu'il pourra donc tout faire, ce robot. Donc en gros, c'est le robot qui servira à la fois dans les entreprises, porter des charges lourdes, etc., mais aussi à la maison. Il pourra ranger tes courses, faire tes courses, te sortir de la vaisselle du la promesse lave-vaisselle. d'Elon Musk, parce qu'il a dit, il a reconnu lui-même, il a dit, surtout ne nous comparez pas à Boston Dynamics, parce que forcément, Parce qu'on on n'a rien à voir. Sauf que eux, il a dit un truc intéressant, il a dit, nous, ça sera le prix de ce robot. C'est vrai. Lui, il estime à $20,000 le coût de son robot. Oui, mais si ça sert à rien, même à $100, ça sert à rien. mais après, non, lui, son argument, c'est le prix, mais c'est aussi, en gros, Boston Dynamics, c'est les jambes et nous, c'est la tête. C'est-à-dire qu'en gros, il dit nous, c'est l'intelligence artificielle. Ce qui est bien, c'est que personne ne peut vérifier. Ouais. Donc c'est quand même plus simple comme argument, c'est de dire il va être très intelligent. Mais bon, après, intelligent pour faire quoi? Derrière, il faut que ça suive aussi sur la mécanique quand même, sur les jambes. Mais effectivement, après, il avait prévenu sur Twitter, il avait dit bon, ça va être très geek, très technique, donc une façon de dire ça va être chiant et décevant. Ne vous attendez pas au donc décalage c'était chiant et décevant. Après, je pense que quand on est spécialiste de la robotique, ça devait être très intéressant. Et je pense qu'il a une équipe, il doit avoir parmi les meilleurs. Mais là, on a du mal en fait. Le fait de donner un prix, c'est trop tôt. Je veux dire, donne-moi un prix quand tu me donnes un usage, comme quand tu me permets de me projeter. Tu me donnes un prix sur un truc, une boîte en conserve, je comprends pas. J'ai discuté avec un roboticien justement qui est venu nous voir le lendemain de la présentation là, sur BFM Business, qui disait 2 choses intéressantes. Un, sur le prix, il n'y croyait pas du tout. Il disait $20,000, c'est impossible. C'est impossible. Voilà, les robots Boston Dynamics, c'est des millions de dollars aujourd'hui, enfin, qui ne sont pas en vente. Enfin, le spot est en vente, mais Atlas, qui est donc le concurrent direct, le Manoïd n'est pas en vente, mais c'est des budgets qui sont incomparablement supérieurs, même si... quand on voit le chien de Boston, il est à $70,000, c'est ça, sans option. Alors après, c'est vrai que Xiaomi a fait une version qui est beaucoup moins chère, par exemple. Enfin, mais qui est moins douée. Non, mais c'est ça, tu vois. Donc déjà, le prix, c'est bizarre. Et ce qu'il me disait, et c'est vrai, il y a une question technologique intéressante qui va se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de robots humanoïdes à tout faire? C'est-à-dire que c'est un truc de fantasme de film de science-fiction. Et enfin, moi, le premier, je veux dire, on a tous vu Westworld, machin, tout ce que tu veux. Tu te dis, ah là là, mais si on pouvait avoir un robot humanoïde qui serait comme un être humain, ce serait absolument incroyable. Mais quand tu réfléchis en termes d'usage, quand Musk te dit ce robot il pourra tondre ta pelouse, ouais mais non, en fait j'ai déjà un robot tondeuse qui a un form factor qui est beaucoup plus optimal pour ça et qui fait très bien le boulot. Donc je vais pas avoir un humanoïde qui va aller se saisir de ma tondeuse et qui va tondre ma pelouse, ça n'a pas de sens. C'est ça, ça a aucun sens. Tu dis je vais avoir besoin d'un robot pour tondre la pelouse, mais tu tonds la pelouse, effectivement, tu as déjà la tondeuse, donc tu vas avoir 2 appareils alors que tu peux en avoir qu'un. Donc ça n'a pas de sens. Soit tu dis le robot, non mais tu dis que le robot va se rapprocher de l'humain, très bien, sauf que du coup l'humain n'est plus un robot et n'est plus un outil, a besoin d'un outil. Donc c'est-à-dire qu'il faut de toute façon rajouter un outil. Donc je suis d'accord avec toi, je ne comprends pas l'avenir de ce truc-là, si ce n'est, comme le dit Musk, de faire une version robot sexuelle, comme il l'a dit. Oui, il a dit ça. Il n'a pas sous-entendu, il a fait un tweet en disant... c'est assez clair quand même. Oui, enfin on a compris. On a compris un peu l'histoire. Enfin, il y a encore du progrès. Il n'a pas prononcé le mot sexe. Mais si tu veux... Parce que là, pour que ça excite quelqu'un, il faut vraiment être au bout du bout. Il va falloir revoir le design un peu, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Bon, après, je sais pas si c'est lié, mais quand on a vu l'équipe à la fin de la présentation, c'était que des mecs. C'était des femmes qui développaient les robots, je sais pas si... Non, mais soyons pas trop rabat non plus. C'est dingue. Attends, on voit des robots humanoïdes qui montent sur scène. On vit une époque incroyable. Non, mais la plus-value par rapport à d'autres choses qu'on a vues n'est pas énorme. Non, je suis d'accord. C'est intéressant parce que aussi dans Tech & Co, j'ai reçu Bruno Maisonnier. Tu connais, qui est le patron d'Aldébaran, le fondateur de Pepper, etc. Bon, alors qu'il n'y a pas eu un destin très, très magique, mais il s'y connaît quand même en robotique. Et il disait que le plus compliqué dans cette histoire, c'était de faire marcher un robot.
parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un miracle en fait qu'un humain puisse marcher. Ça nécessite énormément de terminaisons nerveuses. Le cerveau travaille énormément pour garder l'équilibre, etc. Il disait que ça, c'était très compliqué. Et deuxièmement, les robots ne savent pas tomber. Et il disait aussi un truc très intéressant, c'est que ce robot-là, il tombe par terre, il ne marche plus. Et le plus compliqué dans cette histoire-là, c'est de créer des plastiques et des protections qui font que même si le robot tombe, tu le remets debout, ou il peut se remettre debout et repartir, en fait. Et ça, c'est quelque chose de magique que la nature a créé avec nous, mais qui est très compliqué à fabriquer. Mais c'est quand tu vois ces robots, moi, que tu vois le chef-d'œuvre d'évolution qui est le cerveau humain, l'être humain en général. En fait, c'est vrai que par comparaison, t'as toujours ce truc où tu te dis même avec des sublime. Moi, c'est incroyable. C'est incroyable. De la même manière que quand tu vois à quel point l'intelligence artificielle est bête aujourd'hui sur plein de trucs. Enfin, tu vois, quand tu discutes avec un chatbot, tu te dis quand même le cerveau humain, c'est quand même une machine de précision incroyable. Quand tu vois ces robots, aussi perfectionnés soient-ils, et même quand tu vois ceux de Boston Dynamics qui sont très très spectaculaires, tu te dis quand même l'humain c'est une sacrée bête quoi. Ça nous rassure finalement. Mais c'est en commentant les expériences d'Elon Musk qu'on se dit que finalement l'être humain c'est pas mal quand même. Franchement ça nous redonne confiance en nous. Mais c'est vrai. Merci Elon. Mais ouais, évidemment. Bon, on va voir ce qu'il fera de Twitter, c'est pas gagné. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette première partie de Quoi je me mêle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci François, merci Raph. Comme toujours. Merci Anthony Morel, qu'on retrouve sur BFM Business le matin, chez Estelle Denis, tous les jours entre midi et 2 sur RMC. Et merci à Raphaël. Très vite. Vous restez avec nous. On va rentrer dans le dur. Le SSD. Voilà. Important. Très important le SSD. Vous allez voir qu'il y a plein de choses à raconter là-dessus pour que justement on puisse gagner en vélocité sur des machines, etc. On en parle avec Lionel Paris qui me rejoint tout de suite dans De Quoi je me mêle. À tout de suite. De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.